Chapitre 31. Comme un poids dans sa cosse. Une fois qu'ils furent descendus du taxi, à l'endroit qu'elle reconnut, Aomame se campa au carrefour, jeta un coup d'œil circulaire et découvrit sous la voie express le dépôt de matériel peu éclairé, entouré d'une palissade métallique. Elle tira alors Tengo par la main et traversa le passage piéton pour se diriger de ce côté. Elle ne se souvenait pas d'où se situaient les montants métalliques dont les boulons avaient été desserrés, mais après avoir patiemment effectué différentes tentatives sur chacun d'eux, elle retrouva un mince espace dans lequel un homme pouvait se faufiler. Elle se pencha, prenant soin de ne pas accrocher ses vêtements, et se glissa à l'intérieur. Tengo recroquevilla autant qu'il le put sa grande charpente et la suivit. De l'autre côté de la palissade, tout était tel qu'Aomame l'avait vu en avril. Des sacs de ciment décolorés, des armatures de fer rouillées, des mauvaises herbes flétries, des vieux papiers éparpillés, çà et là des fientes de pigeons blanches écollées ensemble. Rien n'avait changé depuis 8 mois. Il était possible que personne n'ait mis le pied dans ce terrain durant tout ce temps. C'était un lieu abandonné, complètement oublié, comme un banc de sable flottant parmi les grandes artères de la ville. « C'est ici ?» demanda Tengo en lançant un regard autour de lui. Aomame acquiesça. « S'il n'y a pas de sortie ici, nous ne pourrons aller nulle part. » Dans l'obscurité, à l'aveuglette, elle chercha l'escalier d'urgence qu'elle avait descendu naguère. L'étroit escalier qui reliait la voie express et le sol. « Il doit être là », se répétait-elle intérieurement. « Il faut que je le croie. » Et elle découvrit l'escalier, plus proche d'une échelle que d'un escalier, bien plus miteux et plus dangereux que dans son souvenir. « C'est sur un truc pareil que je suis descendue », s'étonna-t-elle. Mais enfin, il était là. À présent, il suffirait de faire le chemin inverse et de gravir chaque marche l'une après l'autre. Elle ôta ses hauts talons Charles Jourdan, les fourra dans son sac, dont elle coinça la bandoulière en travers du torse. Elle entama sa montée avec son seul collant au pied. « Suis-moi » dit-elle à Tengo en se retournant. « Ce ne serait pas mieux que je passe devant ?» demanda Tengo inquiet. « Non, j'avance en tête. » C'était le chemin qu'elle avait descendu. À elle de le gravir en premier. L'escalier était infiniment plus glacial que la première fois. Ses mains étaient engourdies au point qu'elle en perdait presque toute sensation. Le vent, qui s'enfournait en trombe entre les piliers de la voie express, était incomparablement plus âpre et plus brutal. Cet escalier inamical lui lançait un défi. Il ne lui faisait aucune promesse. Au début de septembre, lorsqu'elle l'avait cherché depuis la voie express, il s'était volatilisé. La route avait été bouchée. Mais celle qui partait du dépôt en allant vers le haut existait encore, comme elle l'avait pressenti. Elle avait soupçonné que dans ce sens, l'escalier serait toujours là. « J'ai la petite chose en moi », pensait-elle. « Si elle dispose vraiment d'un pouvoir spécial, elle me protégera, elle m'indiquera la bonne direction. » L'escalier était là, mais tout en haut. Débouchait-il vraiment sur la voie express? Aomame n'aurait pu l'affirmer. Peut-être serait-il bloqué au milieu? Tout était possible dans ce monde. Ce n'était qu'en gravissant réellement chaque échelon, à la force de ses bras et de ses jambes, qu'elle vérifierait de ses yeux ce qui se trouvait là, ou ce qui ne s'y trouvait pas. Elle restait vigilante en se hissant sur chacun des barreaux. Elle jeta un coup d'œil vers le bas et vit Tengo qui la suivait de tout près. De violentes bourrasques survenaient parfois, avec des sifflements aigus qui soulevaient son manteau léger. Un vent cruel et déchirant. Le bas de sa jupe courte lui remontait presque jusqu'aux hanches. Ses cheveux, fouettés par les rafales, étaient ébouriffés. Ils se collaient sur son visage et l'aveuglaient. Elle avait du mal à respirer. Aomame regretta de ne pas les avoir attachés en arrière. Elle aurait dû songer aussi à se munir de gants. Comment se faisait-il qu'elle ne se soit pas préoccupée de ces choses-là? Mais il était vain d'avoir du regret. Son seul souci avait été, coûte que coûte, d'être vêtue de la même tenue que la première fois. À présent, il ne lui restait qu'à empoigner chaque échelon et à continuer à monter. Tremblant de froid, Aomame progressa patiemment vers le haut,
et ce faisant, elle observa les balcons d'une résidence de l'autre côté de la route. Un immeuble de 4 étages, au toit recouvert de tuiles brunes. Elle l'avait déjà vu quand elle avait descendu l'escalier. Environ la moitié des fenêtres étaient éclairées. Le bâtiment était vraiment à 2 doigts de distance. Ce serait fâcheux que l'un des habitants les remarque. Leur silhouette était bien éclairée par les lampadaires de la nationale numéro 246. Heureusement, il n'y avait personne aux fenêtres. Tous les rideaux étaient hermétiquement fermés, cela allait de soi. Par une froide nuit d'hiver, qui s'attendrait à ce que quelqu'un se poste sur son balcon pour observer le spectacle de l'escalier d'urgence de la voie express? Sur l'un des balcons était posé un caoutchouc en pot, tout recroquevillé à côté d'une chaise de jardin sale. En avril, lorsqu'elle avait descendu ces mêmes marches, elle avait déjà remarqué ce caoutchouc, bien plus misérable encore que celui qu'elle avait laissé dans son appartement de Jiyugaoka. Sans doute, ce végétal était-il resté constamment au même endroit, blotti dans la même position durant ces 8 mois. Avec ses couleurs passées et maladives, on l'avait remisé dans le coin le moins visible du monde, où il avait dû être oublié. On ne l'arrosait certainement pas. Néanmoins, le pauvre caoutchouc lui donnait du courage et de l'assurance, alors qu'elle s'escrimait sur cet escalier incertain qui lui frigorifiait les membres et qu'elle avait la tête pleine d'angoisse et de doute. « Ça ira », se disait-elle. « Je ne me trompe pas. Tout au moins, c'est bien le chemin de l'autre fois que je refais à l'envers. Ce caoutchouc est un repère pour moi, un signe muet. » Quand je descendais les marches, se souvint Aomame, j'avais vu des araignées occupées à tisser leur toile. Et j'avais pensé à Tamaki Ohotsuka. Je m'étais remémoré les moments où toutes les deux, nues dans le même lit, nous nous étions caressées. C'était durant un voyage en été. Nous étions alors lycéennes. Elle était ma meilleure amie. Pourquoi avait-il fallu que ces souvenirs-là me reviennent soudain en mémoire à ces instants précis, au beau milieu de l'escalier d'urgence? À présent, Aomame, refaisant le chemin contraire, songea de nouveau à Tamaki Ohotsuka. Elle se rappela ses seins, aux belles courbes, sa peau lisse et douce. Aomame avait toujours envié les seins opulents de Tamaki. Complètement différents des miens, se disait-elle, mal développés, mal finis. Mais ces beaux seins, aujourd'hui, étaient perdus. Puis Aomame pensa à Ayumi Nakano, la jeune policière solitaire qui, une nuit d'août, dans une chambre d'un hôtel de Shibuya, les mains entravées par ses propres menottes, avait été étranglée avec la ceinture de son peignoir. Elle pensa à la jeune femme qui, le cœur tourmenté, avait avancé toute seule vers l'abîme de sa perte. Elle aussi avait une poitrine généreuse. Aomame pleurait la mort de ses 2 amies. Que ces jeunes femmes ne soient plus l'emplissaient de tristesse. Elle éprouvait également du regret à l'idée que leur sein merveilleux n'existe plus, qu'il n'en subsiste plus la moindre trace. « Veillez sur moi, je vous en prie. » Telle fut la prière que leur adressa Aomame. « Je vous en supplie, j'ai besoin de votre aide à toutes les 2. » Elle était sûre que sa voix muette parviendrait aux oreilles de ses malheureuses amies. Elle était certaine qu'elle la protégerait. L'ascension sur cette échelle de fortune se termina sur un catwalk, une passerelle qui menait de l'autre côté de la route. Elle était munie d'une rampe basse. Aomame dut se baisser pour avancer dessus. Au bout, il y avait un escalier en zigzag. Pas un véritable escalier, mais par rapport à l'échelle rustique qu'elle venait de gravir, c'était tout de même mieux. D'après ses souvenirs, il devrait aboutir à une aire réservée sur la voie express. Les énormes poids lourds qui roulaient en bas faisaient vibrer et osciller la passerelle qui ressemblait à un petit bateau frappé par des vagues transversales. Le vacarme des véhicules était à présent tonitruant. Elle s'assura que Tengo était toujours immédiatement derrière elle. Elle allongea le bras et saisit sa main. Elle était chaude. Aomame s'étonna qu'il ait pu conserver des mains aussi chaudes par cette nuit glaciale, après avoir agrippé ces échelons gelés. « Encore un tout petit peu !» dit Aomame en approchant sa bouche de l'oreille de Tengo. Elle était obligée de parler très fort pour couvrir le tintamarre des voitures et les hurlements du vent. « Une fois en haut, nous nous retrouverons sur la route !» À moins que l'escalier ne soit bouché. Mais cela, elle ne le dit pas. « Tu voulais depuis le début que nous escaladions cet escalier ?»
demanda Tengo. Oui, enfin, à condition que je l'ai trouvé. Mais alors pourquoi t'es-tu habillée de cette façon? Avec une jupe moulante, avec ses hauts talons? Ce n'est pas vraiment le genre de vêtements très approprié pour une ascension pareille. Aomame sourit de nouveau. Il fallait que je sois dans cette tenue. Je t'expliquerai pourquoi un jour. Tu as de très jolies jambes, dit Tengo. Elles te plaisent? Oui, beaucoup. Merci, dit Aomame. Elle se pencha un peu sur la passerelle étroite, posa délicatement ses lèvres sur l'oreille de Tengo. Son oreille chiffonnée et moutonneuse qui évoquait un chou-fleur. Elle était complètement glacée. Aomame s'avança en premier sur la passerelle. Puis elle commença à monter l'escalier raide et étroit. La plante de ses pieds était transie. Elle ne sentait presque plus ses doigts. Il fallait qu'elle soit très attentive à ne pas rater une marche. En chassant d'une main les cheveux que le vent enchevêtrait, elle poursuivit sa montée. Le vent glacial lui faisait venir les larmes aux yeux. Elle se retenait fermement à la rampe pour ne pas perdre l'équilibre que le vent menaçait. Tout en se hissant avec prudence sur chacune des marches, elle songea à Tengo derrière elle, à ses grandes mains, à ses oreilles gelées. Elle songea à la petite chose qui dormait en elle. Elle songea aussi à son automatique noir bien rangé dans son sac, aux 7 balles de 9 mm qu'il contenait. Il fallait à tout prix qu'il sorte de ce monde. Et pour cela, elle devait croire du fond du cœur que cet escalier menait à la voie express. « J'y crois », se répéta-t-elle. Il lui revint alors en mémoire les paroles que le leader avait prononcées juste avant de mourir durant la nuit d'orage, les paroles d'une chanson. Elle s'en souvenait encore aujourd'hui avec précision. « It's a Barnum and Bailey world, just as funny as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. » Si tu crois en moi. Quoi qu'il arrive, et quoi que je doive faire pour cela, je devrais rendre ce monde réel. Mais je ne serai pas seule. Nous devrons réunir nos forces pour le rendre vrai. Nous ne devrons faire qu'un pour notre salut et pour celui de la petite chose. Aomame s'immobilisa sur un palier et se retourna. Tengo était là. Elle allongea la main. Tengo la serra. Elle éprouva de nouveau la même chaleur qu'un instant plus tôt, qui lui dispensa de la force et de l'assurance. Aomame se pencha encore une fois, approcha sa bouche de son oreille. « Tu sais, un jour, j'ai voulu m'ôter la vie pour toi, » lui avoua-t-elle. « J'allais vraiment mourir. Il s'en est fallu de très peu. À peine quelques millimètres. Tu me crois ?»« Bien sûr, » dit Tengo. « Dis-moi que tu me crois de tout ton cœur. »« Je te crois de tout mon cœur, » répondit Tengo. Aomame approuva d'un petit signe de tête et lâcha sa main. Puis elle se retourna et recommença à grimper. Quelques minutes plus tard, Aomame avait achevé son escalade. Elle était arrivée sur la voie express numéro 3. L'escalier d'urgence n'avait pas été obstrué. Son pressentiment avait été juste. Ses efforts avaient été couronnés de succès. Avant d'escalader la barrière métallique, elle essuya du revers de la main ses larmes glacées. « C'est la voie express numéro 3 » déclara Tengo d'un ton admiratif après être resté quelques instants silencieux et avoir jeté un regard circulaire autour de lui. « C'est donc ici la sortie de ce monde ?»« Oui, » répondit Aomame. « Ici, c'est à la fois l'entrée et la sortie de ce monde. » Tengo aida Aomame à passer par-dessus la barrière métallique en la soulevant par derrière. De l'autre côté, sur cette aire réservée, il y avait tout juste la place pour que 2 voitures puissent stationner. C'était à présent la 3e fois qu'Aomame se retrouvait là. Le grand panneau publicitaire Esso était bien là. « Mettez un tigre dans votre moteur. » Le même slogan, le même tigre. Muette, elle demeura là, pétrifiée, sans remettre ses chaussures. Puis elle inspira une large goulée de l'air saturé de gaz d'échappement. Peu lui importait la qualité de l'air, elle éprouvait avant tout de la délivrance. « Je suis revenue », pensait Aomame. « Nous sommes revenus. » Comme l'autre fois, la voie express était terriblement embouteillée. Les files de véhicules qui se dirigeaient vers Shibuya étaient pratiquement immobilisées. Aomame fut surprise de constater cela.
Que se passe-t-il? Est-il de règle que lorsque je viens ici, la voie express soit aussi engorgée? Il est tout à fait exceptionnel qu'un jour ordinaire, à cette heure-là, il y ait de tels bouchons. Peut-être un accident s'est-il produit plus loin. Dans le sens inverse, la circulation était fluide, mais vers le centre de Tokyo, c'était terrifiant. À son tour, Tengo passa par-dessus la barrière métallique. Il exécuta un saut léger en levant très haut ses longues jambes, et il se plaça tout à côté d'Aomame. Ils demeurèrent muets, contemplant les files de voitures qui se pressaient sous leurs yeux, tels des hommes face à l'océan pour la première fois de leur vie, qui resteraient interdits au spectacle des vagues déferlant sur le rivage. À l'intérieur des véhicules, les gens les regardaient fixement. Ils hésitaient, ils avaient du mal à se déterminer. Dans leurs yeux, il y avait davantage de suspicion que de curiosité. Que faisait donc ce jeune couple en ces lieux? Sans crier gare, ils avaient surgi des ténèbres et ils étaient immobiles là, comme paralysés, sur l'aire réservé. La femme portait un tailleur strict, un manteau printanier et un collant, pas de chaussures. L'homme était très grand, il avait de vieux souliers aux pieds et un blouson. L'un et l'autre portaient un sac en bandoulière en travers du torse. Leur voiture avait-elle eu une panne ou un accident? Mais on ne voyait pas de voiture endommagée dans les environs, et ces jeunes gens n'avaient pas l'air de chercher du secours. Aomame se ressaisit enfin. Elle sortit ses hauts talons de son sac et les enfila. Elle remit sa jupe en place et remit son sac simplement à l'épaule. Elle noua la ceinture de son manteau, passa sa langue sur ses lèvres sèches, se recoiffa des doigts. Elle sortit un mouchoir et essuya les dernières traces de ses larmes. Puis elle se serra contre Tengo. Tout comme 20 ans plus tôt, en décembre, dans la salle de classe après les cours, ils se tenaient tout près l'un de l'autre, silencieux, leurs mains unies. Ils étaient seuls au monde. Ils regardaient le flot très lent des voitures. Mais en vérité, ils ne regardaient rien. Ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils entendaient n'avait pas la moindre importance. Les scènes, les sons, les odeurs qui les environnaient avaient perdu toute signification. « Nous sommes donc dans un autre monde ?» déclara enfin Tengo. « Peut-être, » dit Aomame. « Il vaudrait mieux nous en assurer. » Il n'y avait qu'un seul moyen de le vérifier. Il n'avait pas besoin de prononcer des mots pour cela. Aomame leva la tête et regarda le ciel. Tengo en fit autant, presque au même moment. Ils se mirent à rechercher la lune. Elle devrait sûrement se trouver quelque part au-dessus du grand panneau Esso. Mais leur quête fut vaine. La lune était sans doute cachée derrière les nuages qui voguaient paresseusement vers le sud, poussés par un faible vent. Aomame et Tengo attendirent. Ils n'étaient pas pressés. Ils avaient du temps à ne savoir qu'en faire. Le temps perdu, c'était un temps qui serait retrouvé. Un temps qu'ils partageraient. Nul besoin de se précipiter. Le tigre du panneau Esso tenait le tuyau d'essence dans une patte, la figure rayonnante, affichant un sourire entendu. Il observait de biais les deux jeunes gens qui se tenaient la main. Aomame remarqua soudain que quelque chose était différent, sans qu'elle puisse tout de suite discerner où se situait le changement. Elle amenuisa les yeux, se concentra, puis elle comprit. Le tigre du panneau avait la tête tournée vers le côté gauche, alors que le tigre de son souvenir offrait au monde son profil droit. Le tigre avait fait volte-face. Instinctivement, elle grimaça. Les pulsations de son cœur s'affolèrent. À l'intérieur de son corps, elle sentit comme quelque chose qui allait à contre-courant. Mais pouvait-elle se montrer vraiment affirmative? Ses souvenirs étaient-ils aussi précis? Non, elle n'avait pas de certitude, seulement une impression. La mémoire vous trahit parfois. Aomame enfouit ses doutes en elle. Elle ferma les yeux un moment, le temps que son souffle se régularise, que son cœur reprenne son rythme normal. Elle attendit que les nuages se déplacent. Les gens les observaient à travers les vitres de leur véhicule. Ce jeune couple, la tête levée, que regardait-il donc avec autant de passion? Pourquoi restait-il ainsi les mains serrées si fermement? Quelques-uns parmi eux allaient jusqu'à lever la tête et à scruter la même direction. Mais il n'y avait là que des nuages blancs et un grand panneau publicitaire Esso. « Mettez un tigre dans votre moteur ». Le tigre, offrant son profil gauche au conducteur, les engageait en souriant à faire le plein d'essence. Sa queue zébrée orange se dressait fièrement en l'air. Les nuages
se déchirèrent enfin. Une lune apparut, une seule. C'était la lune jaune et solitaire, celle de toujours, la lune qui flottait en silence au-dessus des champs de Miscante, qui laissait refléter sa blême silhouette arrondie à la surface étale des lacs, qui éclairait paisiblement les toits des maisons endormies. La lune qui poussait la marée haute sur les rivages, qui illuminait tendrement la fourrure des bêtes sauvages, qui veillait sur les voyageurs la nuit. La lune éternelle, qui, en phase de croissant aiguisé, rognait la peau de l'âme. En nouvelle lune, qui instillait dans la terre ses gouttes sombres de solitude. C'était cette lune. Elle se tenait exactement au-dessus du panneau Esso, et à côté, il n'y avait pas sa petite compagne verte et déformée. La lune flottait là, muette, sans escorte. Aomame et Tengo voyaient le même spectacle, sans qu'ils aient besoin de se le dire. Aomame continuait à serrer en silence la grande main de Tengo. La sensation de contre-courant en elle avait à présent disparu. « Nous sommes revenus en 1984, » se répétait Aomame. « Ce n'est plus l'année 1Q84. C'est le monde de 1984, le monde d'où je viens. » Vraiment ? Cela avait donc été aussi facile de revenir dans le vieux monde ? Le leader, avant de mourir, n'avait-il pas assuré qu'il n'y avait pas de passage pour revenir dans le monde ancien ? Ne sommes-nous pas dans un lieu encore différent ? Depuis le monde étrange où nous nous trouvions, ne nous sommes-nous pas déplacés vers un troisième, encore plus étrange ? Un monde où le tigre nous présente son profil gauche et non le droit ? Où nous attendent de nouvelles énigmes, de nouvelles règles ? C'est possible, songea Aomame. Elle était incapable d'affirmer le contraire, mais elle avait une certitude. Ce n'était plus le monde où deux lunes brillaient dans le ciel. Et puis, pensait-elle, je serre la main de Tengo. Nous avions mis le pied en un lieu dangereux qui défiait toute logique. Nous avons traversé de rudes épreuves. Nous nous sommes cherchés, nous nous sommes trouvés, et nous nous sommes évadés. Que nous soyons retombés sur le vieux monde, ou qu'il s'agisse d'un monde encore nouveau, qu'avons-nous à redouter ? Si nous devons subir de nouvelles épreuves, nous les surmonterons, c'est tout. Mais nous ne sommes plus seuls. Pour pouvoir croire à ce à quoi elle devait croire, elle se détendit et s'appuya contre le buste puissant de Tengo. Elle posa son oreille sur sa poitrine, se mit aux aguets des battements de son cœur. Puis elle s'abandonna dans ses bras, comme un poids dans sa cosse. Après, elle n'aurait su dire combien de temps, Tengo demanda « Où allons-nous à présent ?» Il ne pouvait rester là indéfiniment, c'était évident. Mais il n'y avait pas d'accotement sur la voie express. La sortie d'Ikejiri était relativement proche, mais même avec ses bouchons, il était trop dangereux pour des piétons d'avancer entre les voitures. Les chances pour qu'on les prenne en stop étaient très minces. Ils pouvaient demander du secours depuis le téléphone d'urgence, mais quelles explications fourniraient-ils sur leur présence sur la voie express ? Et en admettant qu'ils arrivent à pied à la sortie d'Ikejiri, les employés du péage les accableraient de questions. Quant à redescendre l'escalier qu'ils venaient de gravir, c'était évidemment hors de question. « Je ne sais pas », répondit Aomame. Elle n'avait vraiment aucune idée de ce qu'ils devaient faire ou vers où ils devaient se diriger. Avec l'ascension réussie de cet escalier, son rôle était achevé. Elle avait utilisé toute son énergie, elle n'avait plus une goutte de carburant. Il lui fallait s'en remettre à une autre puissance. Jéhovah qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre royaume advienne pour nous. Pardonnez-nous nos nombreux péchés, apportez-nous le bonheur tout au long de notre modeste marche. Amen. La prière lui vint naturellement aux lèvres, presque comme un réflexe conditionné. Elle n'avait pas besoin de penser. Aucun de ses mots n'avait de sens véritable. Ses expressions n'étaient que des échos sonores, une énumération de signes. Pourtant, en même temps qu'elle prononçait automatiquement sa prière, elle était envahie par un sentiment très étrange, qu'on pourrait peut-être nommer piété. Quelque chose venant de très loin lui empoignait le cœur. En dépit de tout ce qui est arrivé, pensa-t-elle, je ne me suis pas perdue. Je suis heureuse d'être ici, en tant que moi, quel que soit ce ici. Que votre royaume advienne pour nous, récita de nouveau Aomame à haute voix. Comme elle le faisait avant le déjeuner au réfectoire à l'école,
quelle qu'en soit la signification, c'était ce qu'elle espérait du fond du cœur. Que votre royaume advienne pour nous. Tengo lui caressa les cheveux, comme s'il les lui peignait avec les doigts. Dix minutes plus tard, Tengo arrêta un taxi. Durant quelques instants, ils n'en crurent pas leurs yeux. Voilà qu'un taxi sans client passait précisément là où il se trouvait, sur une voie express totalement embouteillée. La portière arrière s'ouvrit immédiatement après que Tengo, sceptique, eut levé la main, et ils s'installèrent dedans. Hâtivement, sans perdre de temps, comme s'ils craignaient que l'illusion ne s'évanouisse. Le jeune chauffeur portant des lunettes se tourna vers eux. « Est-ce que vous acceptez que je prenne la prochaine sortie, Ikejiri, à cause de ces embouteillages ?» leur demanda-t-il. Il avait une voix plutôt haut perchée pour un homme, pas désagréable pour autant. « Très bien, » répondit Aomame. « En fait, prendre des clients sur une voie express est illégal. »« Ah bon ? Et selon quelle loi ?» s'enquit Aomame. Son visage reflété dans le rétroviseur grimaçait légèrement. L'intitulé de la loi interdisant de charger des clients sur une autoroute urbaine ne revint pas tout de suite à l'esprit du chauffeur, et le visage d'Aomame dans son rétroviseur l'intimida. « Bon, d'accord, » fit-il, renonçant à poursuivre sur ce sujet. « Jusqu'où souhaiteriez-vous aller ?»« Près de la gare de Shibuya, ce serait très bien, » déclara Aomame. « Je ne mets pas le compteur en route, » dit le chauffeur. « Je le ferai tourner une fois qu'on aura quitté la voie express. »« Comment se fait-il que vous rouliez ici sans client ?» demanda Tengo. « Eh bien, c'est une histoire assez compliquée, » répondit le chauffeur d'une voix trahissant une grande fatigue. « Ça vous dirait de l'entendre ?»« Oui, » dit Aomame. N'importe quelle histoire ferait l'affaire, aussi longue ou ennuyeuse soit-elle. Elle voulait entendre les récits que les gens avaient à raconter dans ce nouveau monde. Il y aurait peut-être de nouveaux secrets, de nouvelles allusions. Pas loin du parc Kinuta, j'ai chargé un client, un homme entre deux âges, qui m'a dit de le conduire à proximité de l'université d'Aoyama, en prenant la voie express, parce que, du côté de Shibuya, c'était très encombré. À ce moment-là, il n'y avait pas eu de bulletin signalant des bouchons sur la voie express. La circulation devait être fluide. Par conséquent, à Yoga, c'est ce que j'ai fait. Mais vers Tanimachi, il avait dû y avoir un accrochage. Et voilà le résultat. Une fois engagé là-dessus, vous imaginez le temps que ça prend avant d'arriver à la sortie d'Ikejiri. Mais il s'est trouvé que le client a rencontré quelqu'un qu'il connaissait. Vers Komazawa, nous étions complètement bloqués. Et sur la file d'à côté, il y avait un coupé Benz gris argenté. La conductrice était l'une de ses relations. Ils ont ouvert les vitres, ils se sont mis à bavarder, et la femme a proposé qu'ils viennent la rejoindre. Alors le client m'a dit « Excusez-moi, je vous règle et vous me laissez aller, d'accord ?» Ça ne m'était jamais arrivé de faire descendre un client sur une voie express. Mais bon, ça ne bougeait effectivement pas, je ne pouvais pas vraiment refuser. Et il est monté dans le coupé Benz. Il trouvait que c'était pas très sympa, alors il a rajouté un bon pourboire. Mais moi, ça ne m'a pas tellement arrangé. C'était bien embêtant. Et puis, bon, j'ai continué à avancer à une allure, je vous dis pas. Enfin, petit à petit, j'approchais de la sortie Ikejiri. Et voilà que je vous vois la main levée. Dites, mon histoire, vous y croyez ? Je vous crois, répondit Aomame laconiquement. Cette nuit-là, ils prirent une chambre dans un hôtel situé dans une tour à Akasaka. Une fois la porte refermée, ils se déshabillèrent dans l'obscurité, se mirent au lit et s'enlacèrent. Ils avaient tant et tant à se dire, mais cela pouvait attendre l'aube. Ils avaient d'abord d'autres choses à faire. Sans échanger un mot, ils s'explorèrent lentement dans le noir. Se servant de leurs doigts, de la paume de leurs mains, ils partirent en reconnaissance, parcoururent chaque parcelle du corps de l'autre, en étudièrent les formes. Ils avaient le cœur battant, comme de jeunes enfants qui cherchent un trésor dans une chambre secrète. Une fois bien assurés de chacune de leurs découvertes, ils y posèrent les lèvres en guise de sceau. Lorsque cette lente exploration fut achevée, Aomame garda longuement dans la main le pénis durci de Tengo, comme autrefois, quand elle avait saisi sa main dans la salle de classe après les cours. Il était pour elle plus dur que tout ce qu'elle connaissait. C'en était presque miraculeux. Aomame écarta les jambes, s'approcha de Tengo
et le guida lentement à l'intérieur d'elle, jusqu'au tréfonds. Elle ferma les yeux dans le noir, elle retint une énorme goulée d'air en elle le plus longtemps possible. Puis elle souffla très lentement. Tengo éprouva sur sa poitrine sa chaude haleine. « J'ai imaginé depuis si longtemps que tu me prendrais ainsi dans tes bras, » chuchota Aomame en approchant sa bouche de son oreille et en cessant de bouger. « Tu veux dire que tu ferais l'amour avec moi ?»« Oui. »« Tu imaginais cela depuis tes 10 ans ?» demanda Tengo. Aomame sourit. « Non, bien sûr, seulement quand j'ai été un peu plus grande. »« Moi aussi j'ai imaginé la même chose. »« Que tu serais en moi ?»« Oui, » dit Tengo. « C'est comme tu l'avais imaginé ?»« Je n'arrive pas encore à croire que c'est vrai, » répondit honnêtement Tengo. « J'ai l'impression que je continue à imaginer. » « Tout est réel pourtant. » « C'est beaucoup trop merveilleux pour du réel. » Aomame sourit dans l'obscurité. Puis, elle posa sa bouche sur la bouche de Tengo. Ils mêlèrent leurs langues durant un moment. « Dis, mes seins ne sont pas tellement gros, non ?» dit Aomame. « Ils sont très bien tels qu'ils sont, » répondit Tengo, la main sur sa poitrine. « C'est vrai ce que tu dis ?»« Bien sûr. S'ils étaient plus gros, ce ne serait plus toi. »« Merci, » dit Aomame. Puis elle ajouta, « Mais ce n'est pas tout. Le gauche et le droit n'ont pas la même grosseur. »« Ils sont comme ils sont. Et c'est bien, » murmura Tengo. « La droite, c'est la droite, la gauche, c'est la gauche. Il n'y a rien à changer. » Aomame posa son oreille sur la poitrine de Tengo. « Tu sais, j'ai été complètement seule pendant très longtemps. Et j'ai été blessée de tant de façons. J'aurais aimé te retrouver beaucoup plus tôt. Je n'aurais pas eu à faire autant de détours. » Tengo secoua la tête. « Non, je ne le crois pas. C'est bien comme ça. C'est exactement le temps qui convient, pour l'un comme pour l'autre. » Aomame se mit à pleurer. Les larmes qu'elle avait réprimées pendant si longtemps débordèrent. Elle était incapable de s'arrêter. De grosses larmes tombèrent sur les draps bruyamment, à la manière d'une forte averse. Tengo toujours en elle, elle continua à pleurer et à trembler. Il l'entoura de ses bras, la soutenant fermement. Sans doute la soutiendrait-il toujours ainsi désormais. À cette pensée, il se sentait plus heureux que jamais. « Il nous fallait tout ce temps, » dit-il, « pour que nous comprenions à quel point nous étions solitaires. » Aomame lui chuchota au creux de l'oreille. « Peux-tu commencer à remuer, lentement, en prenant tout ton temps ?» Tengo fit ce qu'elle lui demandait. Il remua très lentement en elle, en restant attentif à respirer calmement et à écouter ses propres pulsations. Pendant tout ce temps, Aomame demeura cramponnée à son grand corps, comme si elle se noyait. Elle cessa de pleurer, elle cessa de penser. Elle se mit au-delà du passé, au-delà du futur, et se laissa assimiler par les mouvements de Tengo. Lorsque le jour fut près de se lever, ils s'enveloppèrent dans des peignoirs de l'hôtel et se tinrent debout face aux grandes baies vitrées, levant un verre de vin rouge qu'ils avaient commandé au room service. Aomame en but à peine une gorgée. Ils n'avaient plus sommeil. Depuis leur fenêtre du 17e étage, ils pouvaient contempler la lune à satiété. Les bancs de nuages avaient disparu. La vue était complètement dégagée. La lune, du point du jour, s'était considérablement éloignée, mais elle flottait encore, juste au-dessus de la ligne d'horizon de la capitale. Elle était d'un blanc cendré et paraissait sur le point de disparaître, sa mission achevée. À l'accueil, Aomame avait précisé qu'elle désirait une chambre située très en hauteur, même si le prix était plus élevé. « C'est la condition essentielle, que nous puissions contempler la lune », avait-elle insisté. La responsable s'était montrée bienveillante vis-à-vis de ce jeune couple surgi soudain. En outre, l'hôtel, cette nuit-là, disposait de nombreuses chambres libres. Et au premier regard, la responsable avait ressenti de la sympathie pour ces jeunes gens. Elle demanda au garçon de bien vérifier si la vue était belle depuis les fenêtres, et seulement après, tendit à Aomame la clé d'une suite junior. Elle les fit même bénéficier d'une réduction sur le tarif. « Est-ce que ce serait la pleine lune aujourd'hui ?» demanda la réceptionniste avec curiosité. Elle avait entendu jusqu'à ce jour toutes sortes de souhaits, d'exigences ou de prières de la part des clients, mais personne ne lui avait demandé une chambre d'où l'on pouvait contempler la lune.
Non, répondit Aomame. La pleine lune est déjà passée. Maintenant elle est en phase descendante, aux 2/3 de sa grosseur. Mais c'est très bien, du moment qu'on peut la voir. Est-ce que vous aimez contempler la lune? C'est important, lui déclara Aomame en souriant. Très important. Même à l'approche de l'aube, le nombre de lunes n'avait pas augmenté. Il n'y avait qu'une seule lune, la vieille lune familière. Le satellite unique et incomparable qui continuait à tourner fidèlement autour de la Terre, à la même vitesse, avant même la mémoire humaine. Tout en regardant la lune, Aomame mit doucement la main sur son ventre. Elle vérifia une fois encore qu'elle abritait bien la petite chose. Elle avait l'impression que le renflement s'était légèrement accentué depuis la veille. Elle ne savait pas encore dans quelle sorte de monde il se trouvait, mais elle était sûre qu'elle resterait là. Nous resterons là. Il se peut que ce monde contienne ses propres menaces, ses propres dangers, qu'il soit plein d'énigmes et de contradictions. Il se peut que nous ayons à suivre bien des chemins obscurs, dont la destination nous sera inconnue. Mais cela ne fait rien. Cela n'a aucune importance. Je m'en accommoderai. Je ne m'en irai plus d'ici. Je n'irai plus nulle part. Quoi qu'il arrive, nous demeurerons dans le monde où brille une seule lune. Tengo et moi, et la petite chose, tous les trois. Mettez un tigre dans votre moteur, disait le tigre des Sceaux, qui leur présentait son profil gauche. Qu'importait son profil, son grand sourire qui s'adressait directement à Aomame était naturel, plein de chaleur. Elle voulait croire à ce sourire. C'était important. Elle aussi sourit de la même façon, du fond du cœur. Elle tendit doucement la main, et Tengo la saisit. Debout l'un à côté de l'autre, ne faisant plus qu'un, ils restèrent en silence, les yeux rivés sur la lune qui flottait juste au-dessus des immeubles. Éclairée par le soleil nouveau qui pointait, elle perdit rapidement son éclat intense de la nuit, jusqu'à se transformer dans le ciel en un simple découpage de lumière cendrée. Fin du livre 3. Entretien avec Hélène Morita, traductrice. Paris, janvier 2012. Hélène Morita, bonjour. Bonjour. Vous venez de terminer la traduction en 3 volumes de 1Q84 de Haruki Murakami. Tout d'abord, bravo. Merci. Quelle impression ressentez-vous de retour de ce voyage de plus de 1500 pages, qui va faire à peu près 50 heures d'écoute, et combien d'heures d'immersion pour vous ? J'en suis pas sortie, tout simplement, je dirais. Même si les 2 premiers tomes, je les ai achevés déjà il y a un certain nombre de mois, bien sûr. Le 3e, ça ne fait pas très longtemps. Je continue donc à être complètement hantée par les personnages, par l'atmosphère. J'en rêve la nuit. Il y a à la fois l'atmosphère de ces 2 lunes dont je scrute de temps en temps la présence éventuelle dans le ciel, et puis des questions simplement plus littérales de texte, c'est-à-dire que brusquement je me dis « Tiens, j'aurais pu mettre ça à la place de ça », ou voilà, telle phrase à la place de telle autre. Alors comment traduit-on pareille épopée ? Parce que c'est non seulement un long roman, mais ce sont des mondes qui sont créés, une foule de personnages, des intrigues complexes imbriquées, etc. Comment vous êtes-vous préparé à ça ? Est-ce que vous avez fait des recherches particulières ou vous êtes très familière déjà de l'œuvre de Murakami ? Très honnêtement, je l'ai prise comme ça, au jour le jour, en sachant que, modestement, par rapport à un vrai marathon, c'était une sorte de marathon littéraire. Il fallait en effet savoir
Même si au tout début, on pensait qu'il y avait 2 tomes. Le 3e tome n'était pas prévu à l'origine, en tout cas. Même les 2 premiers tomes, voilà, je savais que cela prendrait des mois et des mois. À l'intérieur de ces mois, des jours entiers, des heures de travail. Donc, j'allais entrer dans cet univers. Alors, comme vous le dites, en effet, j'ai déjà traduit d'autres livres de Murakami depuis quelques années, c'est-à-dire Le Passage de la nuit, et puis un gros recueil de nouvelles, et aussi son autoportrait. Donc j'étais déjà, en effet, et je connaissais bien sûr les autres livres, mais ça n'a rien à voir entre lire et traduire. Est-ce que, justement, il y a des particularités dans le style d'Haruki Murakami qui demandent un travail particulier au niveau de la traduction ? Franchement, je ne pense pas qu'il y ait, de difficultés particulières dans son écriture, qui est une écriture contemporaine, rapide, fluide. Alors, si ce n'est, je dirais, les difficultés de traduction de la langue japonaise à la langue française, qui, évidemment, appartiennent à une sphère linguistique et culturelle totalement différente, et où donc la distance est immense. Donc, vous pouvez nous donner des exemples en particulier justement de ce... Parce que c'est compliqué pour nous qui ne sommes pas... beaucoup de lecteurs de Murakami s'intéressent beaucoup au Japon et à cet univers et tout, mais la plupart d'entre nous ne sommes pas japonisants. Et en plus, Haruki Murakami a été aux États-Unis et tout, donc j'imagine, puisque son travail est nourri de références européennes, américaines, d'auteurs et de cultures très différentes, mais il y a sûrement des spécificités de la langue japonaise, de la grammaire, du rythme, que vous êtes efforcé de bien sûr. Transposer. C'est-à-dire que oui, quand on parle de fluidité ou de rapidité, etc., c'est l'impression que l'on en retire en lisant le texte japonais et pour un lecteur japonais. Maintenant, il ne suffirait absolument pas de faire un calque, parce que pour retrouver l'équivalent, ce que j'espère être l'équivalent plus ou moins d'une langue contemporaine, simple, directe, qui n'exclut pas, bien entendu, loin de là, des métaphores tout à fait surprenantes, inventives, extraordinaires, qui sont propres à l'imaginaire de Murakami. Mais pour retrouver donc cette fluidité et cette modernité, en réalité, il faut reconstruire complètement le texte. L'ordre d'exposition, de la narration est complètement à l'opposé. Il y a d'innombrables répétitions, simplement de vocabulaire, si vous voulez. Et comme vous le savez, le français ne supporte pas la répétition. La moindre répétition, alors que ce n'est absolument pas gênant, par exemple, en japonais. Donc, quelquefois, il faut un tout petit peu alléger, il faut couper. Évidemment, il y a le recours facile, mais enfin c'est des béquilles, il y a des synonymes, mais ça devient très vite artificiel, ça devient exercice de style, ça devient rédaction. Personnellement, j'ai absolument horreur de ça, donc j'essaye de l'éviter, j'essaye de retrouver autrement, si vous voulez. Il y a une autre particularité, là aussi bien connue, de tous ceux qui étudient le japonais, c'est l'ambiguïté. En somme, on ne dit vraiment... Par exemple, pour être un peu plus précis, pour les pronoms personnels, si vous voulez, les sujets, en particulier les pronoms personnels, on ne les énonce que si c'est vraiment obligatoire. Et donc, là, par exemple, quelquefois, il y a donc tout simplement ambiguïté. Attendez, qui parle là ? Qui parle ? On est quelquefois un petit peu perdu. Et là aussi, en français... Grosso modo, sauf vraiment volonté explicite pour un effet de style ou autre, l'ambiguïté est bannie. La première question qu'on pose en français, mais attendez, qui ? C'est qui ? Quoi ? Pourquoi ? Quel est le sujet ? Etc. Vous voyez ? Donc on doit absolument préciser. Or, très souvent en japonais, on n'a pas besoin de préciser. Et là, en plus, il y a quelque chose de très intéressant, c'est une espèce de proximité entre l'ensemble du livre, des 3 tomes, est écrit à la 3e personne. Il y a une sorte de narrateur qui raconte l'histoire, et puis il y a les personnages, évidemment, qui parlent eux-mêmes, etc. Donc on passe du narrateur au personnage. Mais la proximité est telle entre ce narrateur et ces personnages que parfois, souvent même, et là c'est presque un effet de style propre à Murakami, les sujets se confondent. Et donc on passe directement du Tango et Aomame, où Tango faisait ceci ou faisait cela, et pof, il dit une phrase à la première personne, et alors là, il y a un glissement. Et quelquefois, c'est possible en français, quelquefois ce n'est pas possible. On est obligé de rajouter. Soit on le met à la 3e personne, Tango se disait que, Tango pensait que, soit on rajoute. Il faut une liaison parce que cette confusion presque de celui qui parle est presque impossible en français, presque incompréhensible, trop gênante.
Alors j'ai essayé de le respecter ou de garder ces glissements au maximum. À la fois pour respecter, puis parce que je crois que c'est vraiment une volonté de l'auteur. Oui, puis d'autant plus que dans le livre, le livre est traversé aussi par des voix, par des personnages indistincts. Exactement. Et il y a toujours un petit peu de mystère qui flotte et qui fait un des charmes du livre. Ces voix sont extrêmement importantes, évidemment. Comme vous le savez, les voix, par exemple, des Little People, ces Little People, ces créatures incroyables, ni bonnes ni mauvaises, ces entités surgies d'on ne sait où, mais qui passent par des canaux vraiment très improbables et très étranges, sont indifférenciées, sauf pour une particularité, justement, c'est leur voix. Comme si c'était un chœur, mais avec chacun sa voix de baryton, sa voix de ténor, la voix menue, la voix basse, la voix rocailleuse, la voix de celui qui rythme comme une sorte d'accompagnateur, etc. Et j'aime beaucoup d'ailleurs, si je peux me permettre, là, cette parenthèse, la façon dont Murakami introduit toute cette fantasmagorie, ou plus qu'une fantasmagorie, cette spiritualité. À savoir que, au tout début, pour le lecteur, nous entrons dans ce monde par l'intermédiaire de Tango, qui, au tome 1, est chargé donc de la réécriture. Et voilà, il est face à ce manuscrit, il se demande comment il va pouvoir raffiner l'ouvrage, etc. Et donc là, on a une description rapide, vue par Tango, une sorte de résumé rapide. Mais nous sommes, Tango, personnage de Murakami, est en train de lire le manuscrit imparfait de Fukaeli. Bon, donc, livre dans le livre. Mais, ensuite, nous aurons l'apparition réelle dans le livre directement de Murakami, nous aurons l'apparition de ces Little People, lorsqu'ils vont récupérer la petite Tsubasa, la petite fille, qu'avait prise en charge la vieille dame d'Azabu. Donc là, ils apparaissent directement dans le corps du livre. Autrement dit, c'est une façon, bien entendu, de nous dire ils sont là, ils existent vraiment. Et ensuite, beaucoup plus tard, au tome 2, c'est Aomame qui va lire en détail ce livre, La chrysalide de l'air. Mais même là, c'est très très intéressant comment Murakami nous le présente, parce que ce n'est pas directement 2 points, et nous avons le texte de La chrysalide de l'air, même réécrite par Tango. Pas du tout. C'est la lecture d'Aomame qui lit ça. Donc c'est par son regard, par sa façon de le comprendre, que nous avons là beaucoup plus de détails sur cette communauté, sur la chrysalide, etc., etc. Je trouve ça un véritable tour de force narratif. De toute façon, c'est une des choses qui fascine dans ce livre, c'est les passages d'un monde à l'autre, les passages de la fiction, l'intervention de la fiction dans les différents mondes, dans la différente vie des personnages et la façon dont les personnages sont modifiés, les histoires suivent comme ça des inflexions. Il y a beaucoup de métaphores ferroviaires, de voies d'embranchement, que ce soit les fils électriques, voilà, tout est comme ça dans des déviations. Et c'est vrai que dans la lecture, je veux dire, on passe sans s'en rendre compte et on accepte des inventions qui sont tout à fait étranges, mais on suit l'histoire et on accepte une certaine indétermination, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'interprétations et tout, mais on accepte ça, on se pose pas de questions, ou on s'en pose, mais ça rentre tout à fait dans le fil. Donc l'auteur a fait un travail remarquable, mais à la lecture, on n'a rien qui nous heurte, au contraire. C'est vrai que la langue française est beaucoup plus précise, demande beaucoup plus de détermination, et donc j'imagine que ça a dû être une attention de tous les instants pour c'est-à-dire que, ça. Bien entendu, il y a pléthore d'expressions de toutes sortes, enfin, pour dire quelque chose comme, des comme si, il semblerait, il semble que, etc., etc., etc. Donc, quelquefois, vous en avez énormément. Donc, on est obligé, on comprend assez vite. On ne peut quand même pas les empiler en français, parce que là aussi, on préfère un petit peu l'économie de moyens. Mais pourtant, il faut arriver à garder cette espèce de flou, cette espèce de tremblé, si vous voulez, qui environne les personnages et leurs actions. Petit à petit, ils acquièrent de la volonté. Enfin, surtout Tango, puisque bien entendu, je dis bien entendu, c'est-à-dire par rapport à l'univers habituel de Murakami, où les jeunes hommes sont très souvent dépeints comme, malgré tout, assez mous, assez passifs, etc. Et Tango ne fait pas tout à fait exception à la règle. Au début, en tout cas. Au début, voilà, exactement.
Néanmoins, il acquiert en effet plus d'autonomie, plus de courage, plus de volonté, de détermination. Et quant à Aomame aussi. Bien sûr, elle est présentée comme un personnage fort, qui a dû lutter d'emblée, pour des tas de raisons, simplement pour survivre, mais elle aussi, et ça on l'a vu au 3e tome, où elle comprend qu'à la fois elle a été peut-être l'objet, en somme, de forces extérieures. Comment dire ? Elle s'est trouvée au lieu et au moment opportun pour jouer un rôle essentiel, mais en même temps, elle décide réellement de se saisir de cette opportunité et d'en faire sa vie, son choix, sa volonté. Elle le dit très clairement. Et effectivement, tous les personnages et surtout les hommes sont présentés. Alors d'abord, beaucoup de personnages sont des victimes, en fait, sont victimes d'une enfance. Enfin, on subit un certain nombre de choses. Mais effectivement, il y en a qui s'en sortent plus ou moins. Mais on peut se saisir plus ou moins bien de son destin. On peut transformer plus ou moins les choses. Il y a comme ça tout un accomplissement, sans que ce soit un roman d'apprentissage, etc. Mais c'est comment effectivement maîtriser ou pas, ou se saisir ou pas d'une occasion qui vous est présentée pour transformer les événements. Je voulais vous demander, est-ce que dans vos traductions, vous avez eu l'occasion de faire appel à l'auteur ? Vous avez eu besoin ou pas ? Besoin, ça aurait peut-être été bien à certaines occasions, mais je ne dis pas que c'est complètement impossible, mais enfin, disons que depuis que je travaille sur cet auteur, je ne connais pas Haruki Murakami, je ne l'ai jamais rencontré. Je suppose qu'évidemment, il n'est pas inaccessible, mais les quelques contacts que j'ai pu avoir passent par le biais de l'éditeur, qui lui-même passe par le biais de son agent ou de son cabinet, je ne sais pas, de sa garde rapprochée, etc. Et voilà. Donc, je n'ai pas du tout eu de rapport direct avec lui. Et avez-vous eu des contacts avec d'autres traducteurs Alors, il y a un projet, je ne sais pas s'il aboutira, puisque bien sûr, comme vous le savez, il est traduit dans de multiples langues. Et à l'initiative d'une traductrice danoise, elle a posé un certain nombre de questions à ces différents traducteurs, donc moi aussi, sur telle ou telle particularité, difficulté, etc. Et l'ensemble de ces réponses devrait être, on espère, publié dans une revue au Japon, ou faire l'objet d'une publication. C'est en cours, mais c'est tout. Et c'est vrai que c'est très intéressant en réalité. Même sur des petites choses, par exemple, je ne sais pas, tel traducteur a dit « j'ai eu du mal, par exemple, avec les scènes sexuelles, mettons ». Oui, il y a des scènes effectivement assez compliquées à rendre, il y a des scènes d'une précision extrême, les scènes par exemple de préparation de repas, et puis après on passe à une autre dimension, et un va-et-vient toujours entre le quotidien et vous avez parlé d'une dimension spirituelle, mais effectivement une espèce de mystère apporté et d'interrogation effectivement sur le sens de la vie, sur l'héritage, sur la transmission. La dimension spirituelle, personnellement, moi je la sens extrêmement forte. Je ne dis pas comme ça, Murakami, je ne sais pas, à telle foi ou telle spiritualité, je ne me permettrai pas de dire ça. Mais il me semble qu'il infuse dans son œuvre, en particulier dans ce livre-là, c'est-à-dire il y a deux aspects. Il y a à la fois clairement, évidemment, manifestement une critique énorme des fondamentalismes, etc. Ça, c'est clair. Mais en même temps, il y a une différenciation très nette entre ces dérives sectaires et une véritable spiritualité. Par exemple, dans le personnage de Aomame, qui bien sûr a été élevé par ce qu'on peut presque appeler une secte, que j'ai traduit par les témoins, je précise d'ailleurs que bien sûr, Murakami lui-même ne dit pas les témoins de Jéhovah. Nous comprenons qu'il s'agit d'un décalque, Bien sûr, c'est sans doute les témoins de Jéhovah qui sont visés, mais il ne le dit pas, donc ce serait une erreur de le dire tel quel. Bon. En tout cas, d'une façon extrêmement contraignante, rigoureuse, stupide, qui est à l'opposé d'une véritable spiritualité. Et elle a pris en elle, au très fond d'elle-même, cette foi qu'elle a voulu rejeter. Pourtant, dans des moments décisifs, plus nous entrons dans le livre, et plus cette dimension apparaît, non seulement elle récite, elle prononce sa prière qui lui vient d'une façon mécanique, mais c'est beaucoup plus qu'un simple mécanisme ou qu'un simple réflexe. Cela traduit une foi réelle qui la possède et dont elle accepte la réalité. On en a d'autres exemples, à mon avis, dans la façon dont Fukaeli
psalmodie un extrait de la Passion, selon saint Matthieu. Il me semble que dans ces passages-là, Murakami est parfaitement limpide. C'est-à-dire, il ne met pas de barrière, d'arrière-pensée, encore moins d'ironie. Il me semble qu'il y a une acceptation et même une sorte de foi vis-à-vis de cette spiritualité-là. Je le ressens comme ça. Est-ce que donc ce livre qui est à la fois fantastique et très très ancré, me semble-t-il, dans la société japonaise, donc j'imagine que vous avez vécu au Japon, est-ce que votre connaissance de l'évolution des 30 dernières années de la société japonaise vous a aidé? Il y a quelque chose de très particulier sur la place des femmes, sur effectivement les mouvements sectaires, etc. Est-ce que ces interrogations un petit peu centrales... Honnêtement, voilà, j'ai vécu une dizaine d'années au Japon. Ce qu'on appelle les nouvelles religions au Japon, c'est-à-dire un ensemble d'églises, alors secte en français est très très péjoratif, donc disons église, école, etc. Certaines issues du bouddhisme, enfin la plupart, d'autres qui présentent un syncrétisme entre différents mouvements spirituels, aussi bien issus du christianisme, du bouddhisme, etc. Elles ne sont pas toutes des sectes, mais elles sont très très présentes, ces nouvelles religions. Elles touchent énormément de monde. C'est une spiritualité qui est diffuse dans la société japonaise. Ça, c'est certain. Les Japonais, mais je n'aime pas dire en réalité les Japonais, parce que franchement, c'est des généralités terribles, quoi. Au Japon ? Oui, au Japon, si vous voulez. Il y a la coexistence depuis fort longtemps de différentes religions, les religions d'antan, les religions indigènes, autochtones, c'est-à-dire le Shinto, et puis ensuite le bouddhisme, bien sûr, mais là, ce sont les deux grandes religions qui coexistent depuis des siècles pacifiquement. Il y a bien sûr les catholiques, les protestants, et puis je vous dis, toutes ces écoles diverses, variées. En général, les Japonais sont plutôt tolérants. Ils peuvent être ironiques et regarder ça avec détachement, mais ils sont plutôt tolérants. J'ai maintenant des questions par rapport à vous. Donc, vous êtes traductrice du japonais. Comment devient-on traductrice ? Comment avez-vous eu l'idée de vous spécialiser dans la traduction du japonais ? Bien sûr, on ne se dit pas « un jour je serai traductrice ». Dans mon cas, en tout cas, l'amour du Japon est venu quand j'étais petite fille. Vraiment, d'une façon inattendue, bizarre, puisqu'on ne peut pas dire « tiens, il y avait tel ou tel élément dans ma famille ». La seule chose dont je sois sûre, c'est que... je suis née en Algérie, mes parents venaient d'Algérie et d'ailleurs. Je suis absolument certaine que dans mes jeunes années, cette coexistence avec un monde étranger, avec une écriture autre, avec une langue autre, m'a donné le goût de l'étrange et de l'étranger. Je suis allée chercher très très loin ce que j'avais perdu très jeune. Je suis allée chercher autre chose, une autre langue, une autre culture, une autre civilisation. J'ai toujours été fascinée par l'écriture japonaise. Quand j'étais petite, évidemment, je confondais l'écriture chinoise et l'écriture japonaise. Je voyais donc ce qui s'appelle les idéogrammes, les kanji. Et je les trouvais fascinants. Ma mère avait un livre sur le Japon, et sur la tranche, qui était en cuir fauve, il y avait les deux kanji, les deux idéogrammes, ou nihon, qui veut dire Japon, que je regardais quand j'avais 6, 7, 8 ans, avec une curiosité énorme. J'avais envie d'aller au-delà de ces signes. Et en fait, j'ai fait des études de chinois. C'est les hasards de la jeunesse. Et j'ai adoré ces études de chinois. Pour différentes raisons. Ensuite, je suis devenue professeure de lettres, de français. Et je suis partie au Japon, qui était mes premières amours. Et bien sûr, au cours de ces années japonaises, j'ai rencontré évidemment différentes personnes. J'ai été mise en contact avec un poète qui m'a fait entrer dans l'univers du premier auteur que j'ai traduit, qui est Miyazawa Kenji, dont j'ai traduit un certain nombre de recueils de nouvelles, essentiellement, et qui continue à être mon auteur de prédilection. D'une certaine façon, j'ai appris le japonais au travers de Miyazawa Kenji, même si c'est un peu prétentieux, franchement, de dire ça. Mais c'est comme ça que je le ressens. Et cet aspect à la fois fantastique, extraordinairement imaginatif, inventif et spirituel, toute proportion gardée et avec évidemment des particularités tout à fait autres, je le retrouve et c'est ce que je préfère chez Murakami Haruki.
J'avais une dernière question. Nous venons d'enregistrer donc la lecture à voix haute donc de ces 3 livres de 1Q84. En termes de sonorité, le japonais a bien sûr des particularités, mais est-ce que à l'oral, je veux dire, quand vous avez traduit, vous avez eu le souci d'entendre un petit peu votre phrase, et est-ce que au Japon c'est important, je veux dire, la vocalisation, est-ce qu'il y a des effets sonores, des effets d'allitération, etc. Oui. D'ailleurs, à l'origine, vous savez que les grands romans c'était des dits, comme ça a été traduit, le dit des heike. Nous avons ce personnage de Fukaele, une fois de plus, là, qui psalmodie des passages. La langue japonaise, bien entendu, ça dépend dans quelles circonstances. Si on voit des films affreux, des officiers sanguinaires qui hurlent des ordres sadiques, bien sûr, on va trouver que c'est affreux à entendre. Elle est très douce, en réalité. Elle est très, très légère, très douce, très chantante. Pour le français, elle est facile à entendre, facile à reproduire. Il n'y a pas de grande difficulté, pas du tout. Murakami lui-même dit, puisqu'il a été aussi traducteur énormément, et il dit que, en particulier lorsqu'il traduit, mais évidemment a fortiori lorsqu'il écrit ses propres textes, il s'écoute, il écoute, il lit, il relit, à la façon de notre grand auteur français, il écoute ce qu'il dit. Et bon, là aussi, à mon niveau, dans ce texte que j'essaye de rendre en français, que j'écris en français malgré tout, moi aussi, je parle, je dis le texte. J'essaye de l'écouter pour qu'il sonne bien, qu'il sonne juste. Il y a eu un effort particulier que j'ai tenté de faire, encore une fois, sur ce personnage de Fukaeli, qui est cette entité si étonnante, sous l'apparence d'une ravissante jeune femme, mais qui est une voix, et une voix étonnante, puisqu'elle ne parle pas d'une façon normale. J'ai terminé toutes ces phrases par des points de suspension. De manière à éviter, puisqu'il est dit et redit, elle n'utilise pas de mots interrogatifs, presque pas de mots négatifs. Elle dit les choses directement. On ne comprend pas totalement tout de suite ce qu'elle veut dire. Elle scande à sa façon, une façon interne. Donc il faut entendre, il ne faut pas seulement lire. Merci beaucoup, Hélène Morita.